Bonsoir et bienvenue à Mélange. J'espère que vous commencez à vous habituer à notre nouvelle programmation. Pour notre part, nous nous efforçons de vous proposer un magazine toujours plus varié. Et pour notre édition de ce soir, nous proposons quelques-unes des rubriques auxquelles vous êtes déjà habitués. On en parle, valeur montante et bien sûr en couverture. En couverture de Mélange, ce soir, nous vous proposons de découvrir et de feuilleter les œuvres choisies de Eugène Ouagnoun Donglolok, un ouvrage récemment publié aux éditions Iroko à Yaoundé dans la collection Logo. Et pour en parler, nous recevons dans ce studio M. Emmanuel Ouagnoun qui a travaillé pour que cet ouvrage soit publié. Bonsoir M. Ouagnoun. Bonsoir M. Ambu. Vous venez nous parler des œuvres choisies de Eugène Ouagnoun. Mettons les choses au clair. Vous vous appelez Emmanuel Ouagnoun, mais l'ouvrage porte la signature de Eugène Ouagnoun, ce qui signifie que vous n'en êtes pas l'auteur. C'est bien clair, c'est bien clair. En fait, c'est vrai que la démarche est assez originale au Cameroun de rééditer. Il s'agit de rééditer les œuvres d'un auteur qui a sorti des ouvrages. Ces ouvrages à l'époque, j'aime d'ailleurs apporter pour que vous puissiez les voir. Les ouvrages originaux sortis il y a une vingtaine, une trentaine d'années et qu'on a voulu rassembler comme un hommage à l'occasion du 10e anniversaire de la mort de cet auteur. Et c'est certainement une demande parce que ces œuvres sont des œuvres qui expliquent, qui à l'époque ont fait sensation, on expliquait que par exemple les Bassa venaient d'Égypte. Aujourd'hui, les travaux qui sont sortis bien après ont fini par le confirmer. Donc, il était question, c'était une demande parce que les œuvres étaient épuisées, de ressortir ces œuvres. Donc, c'est l'objet de cet ouvrage où on a rassemblé toutes ces œuvres en une seule œuvre. Alors, on peut vous demander à quel titre est-ce que vous en parlez, vous? J'en parle d'abord comme fils. C'est d'abord un hommage d'un fils à son père à l'occasion du 10e anniversaire. C'est aussi parce que, en tant qu'enseignant, je suis enseignant d'université d'abord, je me rends compte que ces questions d'identité culturelles sont fondamentales dans un monde global où les gens ne savent plus d'où ils viennent, ni pour ne pas savoir d'ailleurs où ils vont. Et j'ai pensé qu'il était important que ce genre d'ouvrage, surtout qu'on parle de réhabiliter nos langues nationales, soit réédité. C'était une demande pour ne pas faire œuvre personnelle, j'aurais pu le faire. J'ai choisi d'associer des universitaires qui ont travaillé sur ces questions pour qu'ils voient si l'œuvre est toujours pertinente et est-ce qu'elle peut être considérée comme une œuvre qu'on doit ressortir. C'est pour ça qu'ils verraient que dans cet ouvrage, il y a une nouvelle préface en bassa, parce qu'une partie de l'ouvrage est en bassa, c'est l'ouvrage original, par le pasteur Ndjami Wandi, qui est assez connu dans ce domaine-là, et une préface en français par un professeur de l'université de Yaoundé 1, professeur Bicha Kodi, qui est linguiste, pour voir si l'œuvre est encore pertinente aujourd'hui. Apparemment, d'après ce qui est écrit dans la préface, c'est assez pertinent et les travaux sont venus confirmer cela. Oui. Donc je crois que c'est pour ça que nous pensions que c'était utile. En quelque sorte, vous voulez rendre un hommage à votre... Est-ce que vous avez l'impression qu'il n'a pas la reconnaissance qu'il mérite? Au-delà de la reconnaissance, parce que dans tous les cas, la reconnaissance est là à travers les œuvres qui existent, mais ce n'était pas tellement à cause de ça, c'est parce que il y avait une forte demande. Les ouvrages étant épuisés, nous avons pensé que c'était peut-être une bonne occasion. Et d'ailleurs, pour pouvoir les rendre accessibles à tous ceux qui les demandent, qui ne sont pas seulement des bassins, parce que beaucoup de chercheurs les demandent. J'ai parlé de la dimension intellectuelle, c'est-à-dire pour voir la pertinence de l'œuvre. J'ai aussi associé quelques personnes, quelques mécènes qui ont des moyens financiers, qui ont mis leurs moyens financiers pour que l'ouvrage soit accessible à un prix très bas. Oui. Moi, j'aimerais vous poser la question comme ceci. Est-ce qu'au niveau de la famille, vous n'êtes pas le seul fils de Eugène Ouagnoun? Vous êtes entendu? Est-ce que vos frères et vos sœurs ne peuvent pas vous accuser d'essayer de récupérer pour vous seul le legs de votre papa? Oui, c'est bien posé comme question. Je pense que de ce point de vue, non, puisque notre maman vit encore. Et avant de faire ce genre de démarche, j'ai associé mes frères. En fait, tous ont été informés. Nous sommes nombreux. Beaucoup sont en Europe. Certains sont ici. Et je crois qu'il n'y a pas il y a personne qui s'y oppose. Et il n'y a pas un intérêt personnel. Au contraire, même dans les ouvrages, parce que mon père n'a pas seulement écrit des ouvrages culturels. Donc, je suis un peu celui qui s'intéresse beaucoup aux livres. Mes autres frères ne s'intéressent pas beaucoup à ces questions-là. Donc, c'est peut-être ça aussi qui fait que... Vous avez pu, par exemple, faire un essai, enfin, une biographie? Oui, j'aurais pu faire une biographie, mais
si vous voulez, donc, si vous pensez qu'il n'était pas assez reconnu, peut-être que c'est là que j'aurais fait une biographie. Donc ma démarche n'est pas de ce sens-là. Je ne veux pas faire reconnaître quelqu'un qui n'est pas reconnu à sa juste valeur. Je veux réhabiliter un pan de notre patrimoine qui semble oublié, parce que c'est un patrimoine commun. Donc, vous voyez bien, sinon j'aurais pu faire une biographie. Je sais écrire, je crois que je peux écrire, mais ce n'était pas ma démarche. Tout à fait. Alors, est-ce qu'on peut savoir qui était Eugène Ouagnou puisqu'il est décédé? Disons que c'est un homme qui est né dans la bourse du pays Bassa dans les années 30. Donc, je peux dire que c'est un parfait autodidacte, parce que aujourd'hui, où la reconnaissance est intellectuelle, même au niveau même des écrits, c'est à travers les diplômes. C'est pas quelqu'un qui a fait ce n'est pas un docteur ni un agrégé, mais c'est quelqu'un qui s'est formé à gauche, à droite, un peu d'histoire, d'anthropologie, de sciences religieuses, et est allé faire ses études et ses recherches à l'UNESCO et à la Sorbonne dans les années 70. Bon, après avoir fait un petit parcours politique, puisque c'était aussi un homme politique, comme beaucoup de gens de sa génération, militant à l'UPC. Pour certains, il faut dire cela, et de sa région, mais qui a fait ses recherches à l'UNESCO et à la Sorbonne sur ces questions que nous avons essayé de rassembler ici. En fait, les ouvrages qui ressortent aujourd'hui sont des travaux qui ont été faits à l'époque à travers les recherches à l'UNESCO. Il faut quand même dire que M. Ouagnou a été ministre, tout à fait, ministre de la République dans les années 60. Tout à fait. Il s'est occupé de l'information. Du tourisme, oui. Voilà. Bon, il y a une brièveté ministérielle, on en parle souvent à travers... C'est après avoir occupé ces fonctions qu'il va... Disons qu'à l'époque, il menait à cheval les travaux culturels et la politique, puisque il est quand même le fondateur du premier collège privé au Cameroun. Je vois encore aujourd'hui beaucoup de nos ministres qui me disent: j'ai été élève du collège Molière dans les années 60 à Douala, donc un collège privé. Donc les affaires culturelles ont toujours été associées aussi à ces affaires politiques. Donc il suivait les deux chemins, mais ayant un peu abandonné la politique à ce moment-là, il est reparti faire des recherches sur les questions culturelles qui sont l'objet de cet ouvrage. Alors c'est l'auteur qui nous intéresse, bien sûr. Est-ce qu'on peut voir rapidement qu'est-ce qu'il a publié là? Il a beaucoup publié, comme nous sortons une bibliographie de tout ce qu'il a publié depuis le début, mais il y a des ouvrages culturels, il y a des ouvrages religieux, parce que c'était un ancien de l'église presbytérienne camerounaise. Il a écrit des ouvrages dans ce domaine, il a écrit des ouvrages politiques, puisqu'il a écrit même ses mémoires à une époque qui sont sortis aux éditions L'Harmattan. Bon, comme c'était un homme politique engagé, je crois que la dimension politique, peut-être que plus tard on verra, mais c'est encore... mais je considérerais personnellement que l'œuvre culturelle était celle qui restera longtemps. Et c'est pour ça que j'ai voulu m'appesantir sur cela. J'observe qu'il y a des ouvrages ici qui sont publiés. Bon, ce n'est pas la qualité d'édition d'aujourd'hui, bien entendu, mais c'est des ouvrages publiés en Bassa. Minamimbo, Bassa, Koba. Minamimbo, Bassa, Koba, oui, c'est ça. L'histoire des Bassa, des anciens Bassa. Là, j'ai démocratie et pouvoir chez les Bassa précoloniaux. Et là, j'ai... l'histoire des Bassa du Cameroun, de l'Égypte, des pharaons à nos jours. Est-ce que c'est toute son œuvre, ça? Est-ce qu'il y a des choses qui manquent? Non, il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été retenues là-dedans. Nous avons voulu retenir celles des œuvres qui étaient déjà connues. Bon, il y a eu beaucoup d'ouvrages qui n'ont pas été publiés, qui seront peut-être, mais je crois que l'essentiel de ce qu'il a fait comme recherche en matière culturelle, en matière de tradition africaine, tradition du peuple Bassa par exemple, se retrouve dans ces 4 ouvrages que nous avons réunis en un. J'allais vous poser la question. Cet ouvrage, c'est des morceaux choisis. Le titre exact, c'est Œuvres choisies. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous avez procédé? Sur quels critères est-ce que vous êtes fondé pour choisir ces textes-là? Disons qu'avec l'éditeur, nous avons repris tous ces ouvrages, on les a relus, on les a fait relire aux chercheurs dont j'ai parlé tout à l'heure, aux universitaires confirmés comme le professeur Mboui et d'autres qui ont travaillé sur les Bassa, qui ont fait leur thèse doctorale dessus. Et ensemble, avec ces personnes-là, nous avons pensé qu'il fallait classer ces ouvrages. Si on choisissait ces 4, ce sont ceux qui recensent, qui donnent une cohérence à sa pensée. Donc, tel que c'est là, l'histoire des Bassa, en Bassa, qui est l'œuvre originale. Après, en français, la pensée religieuse, pour dire qu'il y a une pensée religieuse sur les Bassa bien avant l'arrivée des Blancs.
donc qui a une conception de la démocratie et du pouvoir chez les Bassa. On peut le dire pour d'autres peuples, puisque les travaux ont été faits là-dessus. On va y arriver. Je voulais simplement vous demander si les universitaires que vous avez associés à la réédition de ces documents ont apporté quoi que ce soit. Ils ont apporté quoi que ce soit. Est-ce qu'ils ont modifié des textes? Est-ce qu'ils ont fait des annotations quelconques? Nous avons tenu à garder le ton de l'auteur de l'époque, parce que ceux qui le connaissaient connaissaient sa verve particulière, parce qu'il a beaucoup écrit, même dans les journaux. Et on a juste corrigé quelques éléments, par exemple quelques cartes qui étaient datées, on les a réadaptées, quelques citations qui étaient mal faites ont été mieux faites cette fois-ci, mais le ton est resté le même, les travaux sont restés les mêmes. Ce qui a changé, qui est nouveau, qui permet de mettre en perspective, c'est les préfaces que nous avons fait, parce que les préfaces sont assez longues et profondes. Une préface en bassa par le pasteur Ndjami Wandi, qui est connu, et une préface en français qui réexplique complètement le contexte. Même sans avoir lu tout l'ouvrage, quand vous lisez la préface, l'avant-propos, les deux préfaces, l'avant-propos et la quatrième de couverture, vous avez l'essentiel de ce qui est dit dans l'ouvrage. D'ailleurs, j'en profite pour dire, parce que je constate que quand les gens voient le début en bassa, ils ont l'impression que tout est en bassa. Et beaucoup sont en français et en bassa, ce qui est aussi une démarche originale. Oui. C'est un choix de l'éditeur. Voilà. Pourquoi? Moi, je me suis posé la question. Parce que c'est le même texte qui est écrit en bassa, qui est traduit en français. Le texte original est en bassa. Nous avons fait ça parce que... traduit en français. Oui, parce que nous considérons que beaucoup de gens ne savent pas aujourd'hui lire le bassa dans le texte, comme on ne saurait pas lire le wondo ou le douala dans le texte. Et moi, je milite personnellement pour cela. Moi, j'ai eu la chance, malgré mes nombreuses années hors d'ici, d'avoir un père qui nous a appris à parler le bassa et à écrire en bassa. Donc moi, j'écris en ma langue, et je trouve que les générations d'aujourd'hui ne peuvent pas parler. Donc c'était important. C'est aussi un choix, en ayant discuté avec tous ces aînés-là, de mettre cette partie-là telle qu'elle est en bassa. Je suis d'ailleurs surpris que les premiers échos qui nous reviennent, c'est que certaines personnes ont beaucoup apprécié, parce qu'ils ne trouvent pas souvent des endroits où ils peuvent lire le bassa dans le texte. Ils essaient de mieux comprendre. Alors, pour en venir au texte lui-même, je crois que c'est 4 morceaux choisis, si je ne m'abuse. L'histoire des Bassa, du Cameroun, de l'Égypte, des pharaons à nos jours. Le texte tient en français sur 12 pages. C'est un peu court, non? Pour un sujet aussi important. Oui, comme je le disais tout à l'heure, je disais que le texte original, c'est en Bassa. Le texte en français qui réexplique l'histoire des Bassa du Cameroun, c'est une conférence. Donc dans une conférence, il a fait une synthèse de son œuvre en bassa, qui est l'œuvre originale qui est ici. Donc c'est pour ça que ça a l'air court, mais l'essentiel y est. Alors, je pense que l'essentiel y est. Que dit-on de l'origine des bassa du Cameroun? D'abord, est-ce qu'on trouve les bassa au Cameroun? Non, on les trouve d'après ses recherches, d'après les recherches de l'auteur, qui est parti de l'Égypte méroïtique, en passant par le Soudan, l'Éthiopie, le Tchad. On nous dit, il nous montre à travers son ouvrage qu'on trouve des îlots de bassa et des gens qui parlent des mots et qui ont des mots et des langues, en fait, une langue qui est presque proche de ce que les Bassa du Cameroun parlent. Donc, il explique toute la traversée du peuple Bassa depuis l'Égypte, les origines, jusqu'au Angor-Litouba, qui est ici au Cameroun, qui apparaît comme le lieu central des Bassa du Cameroun. Le mythique, pratiquement. Le lieu mythique des Bassa du Cameroun. Après, ils sont dispersés dans beaucoup de départements. On trouve les Bassa dans le Cam, dans le Vouri, dans le Vouri, dans l'océan, dans le Nord-Ekélé, la Sénégal maritime, donc un peu partout aujourd'hui. Mais c'est un long parcours. Est-ce que cette question-là a été approfondie par d'autres auteurs? Oui, d'après la préface, puisque moi je ne suis pas dans ce domaine-là, comme vous avez dit, je suis le promoteur de cette démarche-là. Le professeur Oumodigui, qui passe très souvent d'ailleurs, je l'écoute très souvent, je ne connais pas personnellement, mais je l'écoute très souvent sur Radio, sur la CRTV, est un égyptologue connu qui a retravaillé sur ces questions-là, a confirmé un peu ce genre de thèse-là, et beaucoup d'autres universités ont pu confirmer ces thèses-là, qui à l'époque étaient originaires. On se demandait comment est-ce que les Bassa peuvent partir d'Égypte. On pensait que c'était un fantasme, mais aujourd'hui, les travaux universitaires d'aujourd'hui, comme ceux de Oumodigui, même si, dernièrement, quelqu'un m'a dit que les travaux de ceux qui sont égyptologues sont contestés, mais c'est comme ceux de Cheikh Anta Diop, il y en a qui contestent, mais il y en a qui considèrent que c'est vraiment fondateur.
Et moi, je suis le seul là. Et puis moi, je suivi il y a quelques semaines quelqu'un qui a donné une conférence sur les peuples bétis, qui essayait de démontrer lui aussi que les bétis venaient d'Égypte, ce qui peut signifier que beaucoup de gens sont venus de ce côté-là. Beaucoup de peuples bantous. C'est pour ça que lorsque les mauvaises langues sentent à dire que pourquoi parler seulement des Bassa, je dis qu'à travers les Bassa, et d'ailleurs, c'est pas une démarche pour valoriser ou hiérarchiser les peuples du Cameroun, c'est pour montrer que tous les peuples bantous, la majorité des peuples bantous viennent de là. Et puis il faut commencer quelque part. Et ces recherches sont faites d'ailleurs dans d'autres peuples, les Douala font les mêmes recherches, etc. Donc c'est sûr que maintenant, si les Bétis pensent qu'ils viennent d'Égypte, c'est sûr que c'est la démarche est la même. Ce sont les peuples bantous qui avons migré et avant d'arriver ici au Cameroun. Tout à fait. Le deuxième sujet abordé dans cet ouvrage, c'est la pensée religieuse des Bassa du Cameroun. Bon, j'ai trouvé ça aussi un peu court pour un sujet aussi important. Mais puisque c'est généralement des conférences qui ont été données, on peut comprendre maintenant. Mais est-ce que vous pouvez nous dire un peu ce que soutient ces livres en matière de pensée religieuse chez les Bassa? Disons que comme ce travail date des années 70, il faut quand même revenir au contexte de l'époque où on niait aux Africains l'idée qu'ils ont une histoire, qu'ils ont une culture, qu'ils ont une religion. Donc, au-delà de cette démarche identitaire, il y avait une volonté pour ces penseurs de l'époque, parce que dans cette question, la pensée religieuse, qui a été très bien enseignée par le prince Dika Konya Bonambela, parce que dans les œuvres, le prince Dika Konya Bonambela, c'est lui qui est le premier à valoriser cette idée du nyambéisme. C'est-à-dire que c'était une volonté de montrer que les Africains aussi avaient leur conception de Dieu avant l'arrivée des Blancs. Le nyambéisme, c'est une religion traditionnelle africaine. Bassa précisément. Il n'y a pas que les Bassa blancs qui se le connaissent. Nyambé s'appelle à sa manière, chez les Bassa, Ilolombi, etc. Donc je veux dire que c'était un combat à l'époque de démontrer à travers ces recherches-là que les Africains avaient une conception de Dieu avant l'arrivée des Blancs. Donc, le nyambéisme, comme on dit dans un des titres là, c'est un aspect de la pensée religieuse néo-africaine. C'est-à-dire qu'on a voulu montrer que les Africains aussi, les Bantous particulièrement, avaient une pensée. Donc, la même pensée se retrouve chez beaucoup de gens. Nyambé, les Bassa appellent Dieu, Nyambé. Donc le nyambéisme se rapproche de ça. Zamba, etc. C'est le socle. On reconnaît l'être suprême. Il y a un ouvrage d'ailleurs, les œuvres du prince Dika Bonambela, ce qui a été assez discuté ici à l'université camerounaise dans les années 70, revient sur la Bible de la sagesse bantou, etc., pour montrer que nous avions une croyance religieuse. C'est un peu ça qu'il essaie de montrer dans cette partie-là. Alors moi, j'observe que les Bassa, comme la plupart des peuples bantous, sont devenus chrétiens. Comment est-ce que le nyambéisme côtoie le christianisme aujourd'hui? Disons que nous connaissons bien la rencontre entre l'Occident et l'Afrique, surtout l'Afrique francophone, et tout ce qui a eu comme tout ce qu'on a pris le dessus a pris apparemment le dessus sur le nyambéisme, sur les cultures traditionnelles, sur les pensées, sur la cosmogonie africaine. Mais je ne suis pas complètement d'accord parce que je me souviens d'un ouvrage récent d'il y a quelques années du professeur Achille Mbembe sur Afrique indocile. Il explique clairement que nous avons effectivement fait semblant de prendre la religion des Blancs, mais nous sommes toujours attachés à nos choses, à nos petites traditions. Nous sommes chrétiens, voilà, un peu paganistes, etc. Donc je crois qu'il y a un peu ce métissage-là. Moi, je me suis beaucoup intéressé au chapitre sur la démocratie et le pouvoir politique chez les Bassa précoloniaux, c'est comme ça qu'il est intitulé. Qu'est-ce qui fait la spécificité de ce chapitre-là? Disons que ce qu'il appelle le Mbok, qui est vu comme un ensemble. Donc, d'où découle d'ailleurs le mot Mbombok. Ces gens qui ont déjà atteint une sagesse suprême au niveau de... Alors, ce Mbok-là est en même temps la conception du monde chez les Bassa. Ce Mbok est en même temps la conception du pouvoir. Par exemple, quand on dit Mban ou démocratie et pouvoir, Mban est censé être un jeu à travers lequel on initiait à l'époque les jeunes Bassa à la politique. C'est un jeu, ceux qui sont des peuples littoraux savent que le Mban, c'est un jeu où les enfants tapent les mains comme ça, ils jouent avec les pieds. On sait bien que, moi je suis politologue de formation, je sais que le jeu politique a fait l'objet des ouvrages savants. Donc je pense que c'est pour démontrer qu'il y avait un jeu politique, il y avait une conception de la politique, des luttes de pouvoir chez les Bassa qui avaient des règles
et qu'il fallait suivre. En fait, ce sont ces règles-là qu'il essaie de montrer à travers cette partie-là sur la conception du pouvoir. Mais là aussi, ce sont des conceptions qui ont été progressivement battues en brèche avec l'arrivée des Blancs. Mais on parle encore de Mbombok aujourd'hui quand même. Oui, on en parle encore. Il y a ce qui signifie qu'il y a, j'allais dire... il reste encore beaucoup de choses. Pas de reliques, non? Non, il reste encore beaucoup de choses, même si ceux qui sont pour l'orthodoxie peuvent trouver que l'Mbombok d'aujourd'hui, que ces choses-là s'achètent plus qu'elles ne se donnent, se transmettent comme cela se transmettait chez nos ancêtres. Aujourd'hui, on voit des gens qui apparaissent, disent je suis Mbombok. Bon, je n'ai pas de commentaire à faire là-dessus, mais je constate que ceux qui sont orthodoxes, ceux qui veulent que les choses soient comme à l'origine, et d'ailleurs c'est pour ça que cette partie de l'ouvrage explique très bien comment on devenait Mbombok. Il y avait quand même un passage obligé qui n'est plus automatiquement respecté. Nous sommes des peuples métis. L'histoire a avancé, on ne peut pas rester figé sur l'histoire telle qu'elle était à l'ancienne. Vous êtes un spécialiste de sciences politiques. Je vais vous poser la question. Quelles leçons les sociétés d'aujourd'hui peuvent-elles tirer du Mbok, par exemple? Il est très important. Nous constatons que dans un monde globalisé dans lequel nous vivons aujourd'hui, les gens sont à la recherche de leur identité. Il n'y a jamais eu autant d'associations, autant de grandes réunions comme on voit le Ngun, le Ngondo, les Singan, tout ce dont on entend parler depuis. Je pense qu'il y a une volonté réelle de revenir à ses origines, de comprendre. C'est vrai que beaucoup de choses sont perdues, mais c'est très important qu'il y ait des bases, qu'on voit comment les anciens faisaient. On trouve encore des gens qui le font. Vous pensez que ça peut nous inspirer aujourd'hui? Ça peut enrichir notre façon de gérer l'État aujourd'hui? Vous voyez très bien qu'il y a des peuples qui ont eu la chance de garder leur tradition intacte parce qu'il n'y a pas eu de viol de leur tradition et de leur culture. Nous, à cause de la rencontre avec le colon, il y a eu un viol de nos cultures. Donc nous avons beaucoup perdu. Il est difficile de reconstituer les choses telles qu'elles étaient. Quand on parle de la partie des Bassa, par exemple, on sait très bien qu'on ne peut pas voir le peuple Bassa aujourd'hui sans se rappeler quand même toute cette période historique d'avant les indépendances et d'après les indépendances. Donc beaucoup de choses sont perdues en route. Elles sont en train de se reconstituer. C'est d'ailleurs pour ça que je pensais que faire œuvre de mémoire en ramenant ces documents-ci qui peuvent permettre à des générations de se retrouver un peu par rapport à leurs origines. Est-ce que, enfin on va peut-être sortir par là, est-ce qu'il y aurait des textes de votre papa, puisque c'est de lui qu'il s'agit, des textes inédits que vous avez encore l'intention de publier? Oui, il y a encore des textes inédits. Et tout à l'heure, parler de biographie. Au lieu de faire une biographie, parce que je n'ai pas l'intention de le mettre comme un exemple, comme un modèle. Mais pourtant, vous voyez cette photo-là, quand on regarde la couverture de ce livre, on voit bien qu'il est mis en exergue. Hein? Oui, c'est l'auteur. C'est pour ça que je suis content que vous m'ayez donné l'occasion de parler plus de l'auteur que de moi. C'est le plus important. Donc, je disais que je lance un appel qui est lancé dans l'avant-propos et dans la préface, que des jeunes chercheurs viennent s'approprier de ces travaux des pionniers pour continuer la recherche. Vous savez, ce sont des chercheurs qui, avec des moyens modestes à l'époque, ont fait des recherches importantes. C'est dommage que les années après, qu'il n'y ait pas de disciples qui aient suivi. Parce que, bon, je parle du professeur Omdigui, je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de gens qui aient suivi. Et pourtant, la matière première est là. C'est vrai que j'ai vu depuis quelques jours une base de travail. Une base de travail assez intéressante. L'idée, c'est que si on veut faire quelque chose pour continuer dans les débats intellectuels qu'il a initiés, c'est peut-être de faire un ouvrage critique de ce travail qu'il a fait. Parce qu'il n'est pas le seul à avoir travaillé sur l'égyptologie globalement, mais d'apporter un regard critique par ceux qui ont écrit à l'époque et ceux qui font ça aujourd'hui. Parce que quand on voit ça aujourd'hui, ce n'est pas la même chose qu'hier. Donc c'est ça que je pourrais faire pour pouvoir valoriser un peu ce travail purement intellectuel. Voilà. Merci Emmanuel Wonyu d'être venu nous parler de cet ouvrage. Est-ce que l'ouvrage a paru il y a quelques mois quand même? Est-ce que vous pouvez nous dire un peu quel est l'accueil qui lui a été réservé par le public? Disons que l'accueil est, vous avez vu, j'ai vu comme vous beaucoup de notes de lecture faites dans les journaux qui sont assez positives. Je constate qu'il y a eu beaucoup de demandes, comme je constate que ce que Cameroun Tribune a fait récemment est passé sur Internet, donc les gens appellent de partout pour pouvoir avoir cet ouvrage. On a sorti 1000 exemplaires pour commencer, ils sont presque épuisés pour l'instant, nous allons ressortir d'autres. Donc ça veut dire que l'accueil me semble assez intéressant et je suis étonné que ce ne sont pas seulement les Bassa qui achètent, c'était notre volonté. Ce qui est important en fait, c'était que chacun ait envie de faire ça pour les autres peuples du Cameroun.
s'il y a des travaux originaux faits par certains de nos anciens, il est très important dans un monde où on ne sait plus d'où on vient, que chacun ait au moins des traces. Et moi, j'ai fait ce que je pouvais faire à mon niveau. Je crois que l'accueil est plutôt meilleur. D'ailleurs, nous comptons pour présenter l'ouvrage au public, faire une mini-colloque où on associerait tous ces grandes sommités qui ont travaillé sur ces questions-là. Le professeur Bolbandiok, s'il est capable encore de pouvoir le faire, d'autres universitaires d'hier et d'aujourd'hui, pour ensemble échanger et voir quelle portée on peut donner à ce genre de travaux. Voilà un peu ma démarche, voilà ce que je compte faire par rapport à l'ouvrage. Voilà. Merci Emmanuel Wongnou d'être venu nous parler de cet ouvrage dont on peut dire que vous êtes quand même géniteur, même si vous n'êtes pas l'auteur au sens que nous connaissons. Merci. Merci beaucoup à la CITV. Merci. Dans notre rubrique, on en parle. Nous allons aborder un sujet d'actualité. Il s'agit du droit d'auteur dans le domaine du livre. Nous avons pour cela invité dans ce studio M. Alphonse Bordolo, qui est le directeur général de la Société des droits d'auteur. L'interview est menée par Innocent Ebodé. Monsieur Alphonse Bobongo, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur général de la SOCILADRA, la Société civile des droits de la littérature et des arts dramatiques. Vous venez d'enfourcher un nouveau cheval de bataille. Vous l'appelez l'estampillage. Qu'est-ce que c'est l'estampillage? L'estampillage, c'est un mécanisme de rémunération des auteurs et des éditeurs que l'État a cru devoir mettre en place dans le cadre de la réforme sur le droit d'auteur et le droit voisin. Le mécanisme vise à estampiller tous les ouvrages en circulation au Cameroun qui entrent, et pour la mise en œuvre, on a trouvé un opérateur stratégique en rapport avec la SOCILADRA qui devait lancer le mécanisme. Jusqu'ici, malheureusement, depuis l'édiction de la décision par le ministère de la Culture, on n'a pas pu arriver à faire estampiller un volume considérable des ouvrages. Vous en êtes à combien à peu près aujourd'hui? Je ne sais pas si les statistiques sont importantes, mais ce qu'on observe, c'est qu'on n'a pas pu estampiller grand-chose. On a pensé que pour faire évoluer le mécanisme, il fallait associer un certain nombre d'administrations, notamment le ministère du Commerce. C'est d'autant plus que c'est lui qui est également concerné par la fixation du prix des livres scolaires. Ça veut dire que vous êtes encore à un stade tout à fait expérimental? Ce n'est pas un stade expérimental, on ne peut pas parler d'un stade expérimental dès lors que la tutelle a eu à prendre une certaine position. Pourquoi avez-vous ressenti la nécessité d'estampiller les livres? Il se trouve que comme tous les produits qui sont en circulation dans un espace économique donné, ils méritent un certain contrôle. Et le livre, qui est un produit culturel, mérite également un certain contrôle. Et le mécanisme n'est pas qu'au Cameroun, il existe aussi ailleurs pour d'autres produits. Il existe aussi des systèmes de financement des auteurs. Et au Cameroun, on a pensé qu'avec l'estampillage, on pouvait arriver à rémunérer suffisamment les auteurs, écrivains et les éditeurs. On comprend que vous voulez comme ça sécuriser les ouvrages originaux, les livres originaux. Tout à fait. Quel type d'ouvrages sont concernés par votre démarche? C'est tous les ouvrages. C'est tous les ouvrages qui entrent au Cameroun ou qui sont édités au Cameroun. Qui dit sécurisation, dit lutte contre la piraterie. C'est bien le mot en ce qui concerne les livres? Oui, cette préoccupation est au centre. Oui. Donc ça signifie que vous connaissez le même problème que ceux qui s'occupent par exemple des œuvres musicales ou cinématographiques. Tout à fait. La piraterie des livres est à très grande échelle. On l'observe généralement lors des rentrées scolaires. Il y a des gens qui mettent sur pied des imprimeries qui localisent à domicile. Vous savez qu'aujourd'hui, avec la technologie, on arrive à faire des choses exceptionnelles avec des infrastructures de moindre importance. Et on observe généralement lors des rentrées, vous voyez tous les livres qu'on vend au poteau. La majorité des livres qui sont vendus au poteau, ce ne sont pas les livres d'origine. Ce sont des livres qui sont piratés. Quelqu'un achète un exemplaire et il va le multiplier. Et avec le mécanisme d'estampillage, on a pensé que on pourrait arriver à endiguer le phénomène de la contrefaçon. Est-ce que vous n'êtes pas Don Quichotte qui lutte comme ça contre les moulins à vent? Est-ce que vous pensez que concrètement, vous pouvez efficacement combattre ce phénomène de piraterie?
Écoutez, il ne s'agit pas de l'éradiquer. La piraterie, c'est une pieuvre à plusieurs tentacules. Mais il n'y a rien qui dépasse l'État. À partir du moment où l'État consent à s'engager dans une voie, il peut arriver à la contenir. Quelle est la démarche concrète? Quels sont les mécanismes que vous utilisez pour pouvoir efficacement lutter contre ce phénomène? C'est de plusieurs ordres. Il y a le dispositif législatif et réglementaire qui existe, il y a la loi, il y a son décret d'application, il y a les décisions ministérielles. Maintenant, dans l'exécution, cette exécution qui découle elle-même du dispositif législatif et réglementaire, nous levons les ordonnances et nous faisons appuyer par les auxiliaires de justice et on arrive quelquefois à faire des saisies. Voilà. Votre rôle, entre autres, à la Sociladra consiste à collecter et à redistribuer les droits d'auteur. Est-ce que vous pouvez nous donner comme ça une proportion seulement en 2007, si on prend que le cas de l'année écoulée, ce que vous avez pu récolter? Ce que nous avons pu... Je préfère parler de ce que nous avons pu répartir aux auteurs et aux ayants droit. Nous avons fait, au titre de 2007, nous avons fait 2 répartitions. Une au mois de juin et l'autre tout récemment au mois de décembre. Et d'ailleurs, elle se poursuit puisque tous les ayants droit ne passent pas au même moment. Nous avons réparti dans la proportion de 32 millions pour l'année 2007. Oui, pour répartir, il faut avoir récolté. Ouais. Quelles sont vos sources de récolte, si on peut dire? Nous avons un portefeuille, c'est-à-dire les usagers auprès desquels nous percevons. Et nous avons également des usagers communs pour l'ensemble des organismes de gestion collective. Tel est le cas de la CRTV, qui est un organisme commun. Tels sont aussi les grands usagers qui sont membres du GICAM, du groupe du GICAM, parce qu'on a essayé de stratifier pour faciliter les perceptions. Donc, chacun essaie de payer en fonction de sa grille de classification. Parce que là aussi, pour permettre à ce que nos usagers puissent payer normalement leurs redevances, tout en rappelant au passage que la redevance du droit d'auteur n'est pas un impôt, on a essayé, on met au centre les négociations. Donc, en fonction de certains critères précis, comme le chiffre d'affaires par exemple, on en arrive à déterminer quelle est la quotité qu'on peut exiger à un usager. Oui, nous pensions qu'il s'agissait pour récolter les droits d'auteur des conséquences de la résultante des ventes des livres, par exemple. Mais là, vous nous parlez plutôt... oui, mais bien sûr que c'est y compris. Vous catégories d'usagers, la CRTV, le GICAM, qui ne sont pas les catégories traditionnelles dans le cadre de la perception des droits d'auteur. Vous savez, maintenant, si nous allons dans le livre, il y a 2 mécanismes principaux dans le livre. Il y a la copie privée des œuvres imprimées, les redevances perçues au titre de la copie privée des œuvres imprimées, qui est une disposition de la loi. Et celle-là, elle est assise sur les importations de différents appareils qui rentrent dans le cadre de la reproduction des œuvres imprimées, c'est-à-dire les photocopieurs, les ordinateurs, les risographes, toute cette panoplie. Il y a ensuite ce qu'ils font dans la distribution. La distribution, c'est quoi? C'est les libraires. Il y a également ce qu'ils font dans l'édition, il y a ce qu'ils font dans la transformation. Donc il y a tout cet ensemble ça fait donc que lorsque c'est réuni, on en arrive à décider. Et il y a ce qu'ils font dans la reproduction reprographique. Et ça, c'est très très important. Et c'est un mécanisme nouveau qui vient compléter donc cette panoplie. Parce que je dois rappeler ici que la législation camerounaise est allée très loin, un peu plus loin. D'ailleurs, elle a été, je dirais, généreuse. Alors, les rapports entre l'auteur, les droits d'auteur sont payés par l'éditeur sur la base d'un contrat. Ce n'est pas le cas au Cameroun? Au Cameroun, on est allé plus loin. On permet à un organisme de gestion collective de pouvoir rémunérer son auteur. Et c'est pour ça que nous exigeons, nous sommes en ce moment en train de refaire notre fichier auteur, parce qu'on s'est rendu compte que beaucoup d'auteurs
qui sont affiliés à la Sociladra n'ont pas déclaré leur contrat. Or, le contrat d'édition est un élément essentiel qui nous permet de calculer les droits des auteurs écrivains. Parce que le contrat d'édition nous permet de savoir à concurrence de combien d'exemplaires l'ouvrage a été tiré. Parce que ça entre en ligne de compte. Et en l'absence de cet élément qui est primordial, on est obligé d'utiliser les dispositions prévues par le statut. C'est-à-dire, on part sur la base de 500 exemplaires. Si je vous comprends bien, monsieur le directeur général, vous jouez les intermédiaires entre les auteurs et les éditeurs? Non, il ne s'agit pas de jouer les intermédiaires. Il s'agit d'assurer une mission qui est dévolue à la fois par la loi et ensuite par l'auteur. Parce que, et ça c'est aussi important de le dire, le système de gestion collective des droits d'auteur au Cameroun a permis qu'un auteur puisse choisir la possibilité de gérer ses droits par l'intermédiaire d'un organisme de gestion collective ou de les gérer lui-même. Donc, et ça, c'est la lignée 3 de l'article 75 de la loi qui le dit, qui en dispose ainsi. Et la décision du 13 janvier 2006 va plus loin également en précisant qu'un auteur ou un ayant droit doit pouvoir déclarer à l'organisme compétent jusqu'au 30 juin le régime qu'il souhaite pour ses droits. Est-ce qu'il souhaite les administrer lui-même ou alors il souhaite les faire administrer par un organisme de gestion? Qu'est-ce que vous lui conseillerez de vous saisir, vous? Écoutez, on ne conseille rien, mais pour des commodités, c'est toujours bien que les droits soient gérés par un organisme de gestion collective. Mais si un auteur pense qu'il est en mesure de le faire, donc la loi lui donne cette latitude. Ce que je voudrais comprendre, c'est plus avantageux que ces droits soient gérés par la société collective. Il me semble. Parlons maintenant des bénéficiaires, de ceux-là qui viennent percevoir les droits que vous avez collectés pour eux. Qui sont-ils? Ce sont des romanciers, des poètes, des essayistes? Je ne sais pas si je ne veux pas trahir quelque chose. Nous avons des auteurs qui sont membres. Il y a des auteurs qui sont dans des programmes de lycées et collèges au Cameroun ou des autres auteurs qui sont membres de la Sociladra qui perçoivent les droits. Bon, je vais citer par exemple le cas du professeur Ebenezer Ndiomouele. Je vais citer le cas du professeur Famendongo. C'est les plus grands bénéficiaires? Non. Je ne parle pas. Vous avez posé la question de savoir quels sont ceux qui sont bénéficiaires. Bon, je vous cite les auteurs qui sont membres de la Sociladra et qui touchent leurs droits. Je vais prendre le cas du général Nkwatenga. Vous savez, il est au programme des lycées et collèges. Et je vais vous parler du cas du professeur Tanyi. Tanyi, le prénom ne me revient pas, mais elle également, c'est une dame. Elle est enseignante à l'université, je crois, de Yaoundé 1. C'est le cas également de Pascal Bekolo. Bon, Pavé Mongo, il y en a, ils sont nombreux. C'est des noms très connus. C'est des noms très connus, il y a aussi des noms anonymes. Ok. Dernière question, monsieur le directeur général. Un auteur peut-il vivre du fruit de son travail au Cameroun? Je pense oui. Je pense parce que si je m'en tiens aux dernières statistiques, pour les œuvres éditées, les répartitions de juin 2007, il y a 89 qui sont entrés en répartition pour un montant de 3 811 000. Et pour décembre, c'est 3 896 000 qui sont entrés en répartition. Et il faut préciser ici que, jusqu'à présent, nous ne percevons pas encore dans le cadre de la copie privée des œuvres imprimées. Nous sommes en cours de négociation avec la Direction générale des douanes pour que ce mécanisme soit facilement mis en œuvre à ce niveau. Et là, les auteurs entrent en répartition, les auteurs bénéficient pour 33% dans le cadre de la copie privée des œuvres imprimées, tout comme les éditeurs. Et les autres 33% vont au compte du soutien à la politique culturelle. Merci, monsieur le directeur général, pour toutes ces précisions. C'est moi qui vous remercie. André Mvogombida est écrivain et poète. Il est la valeur montante du mélange ce soir. L'interview est menée par Lazare Tundi. De nous avoir rejoints sur ce plateau
pour nous parler de votre florilège, réflexe des temps rois. Tel est son titre. Je vais commencer par confesser mon admiration pour la grandeur de cette œuvre. Déjà, au niveau d'essai de lecture, pour une vingtaine de poèmes, l'essai de lecture, les couleurs choisies, le titre en lui-même, la variété des thèmes abordés, la richesse du vocabulaire, la pertinence, la diversité des thèmes. Quel est le secret pour arriver à concocter un cocktail aussi intéressant? Est-ce votre formation de base? Est-ce l'amour des belles lettres ou alors l'inspiration de Dieu? Je dirais plutôt que c'est une question de don artistique, parce que on est artiste, on est écrivain. Mais il peut arriver qu'on soit né écrivain, mais qu'on n'exploite pas ce don. Il faut du travail. Il faut donc du travail. Donc, en dehors du don artistique, du don de l'écriture, il faut du travail. Et la thématique qu'on aborde maintenant dépend du niveau d'inspiration de l'auteur. Et l'environnement dans lequel il vit, les problèmes qu'il connaît, les réalités de sa société ou du monde, tout cela peut constituer un champ vaste d'inspiration. Il y a aussi la part de la formation de base. N'oublions pas que vous êtes enseignant et enseignant des belles lettres. Oui, ça m'aide énormément. C'est vrai que je m'en sers aussi, parce que il faut écrire du bon français dans tous les cas. On peut avoir le don, on peut avoir des idées, on peut être inspiré par la société, mais si le style n'est pas aguichant, bien évidemment, on ne fera pas de la bonne littérature. Alors, venons-en au fond et à la forme de ce florilège. Des vers libres, quelquefois rimés, pour exprimer le bien et le mal. Où est le bien, où est le mal dans cette œuvre? Le bien se trouve bien évidemment sur tous les actes encouragés par l'auteur, toutes les attitudes encouragées par l'auteur, notamment l'attitude de paix, l'attitude de partage, l'attitude d'amour, l'amour du prochain, l'amour du terroir, l'amour de la bien-aimée, l'amour du parent, et ainsi de suite. Donc, le bien se retrouve dans plusieurs contextes. Le mal maintenant, vous faites bien de poser le bien au mal. Le mal, bien évidemment, c'est la violence que dénonce l'auteur, la violence à travers la guerre, à travers les viols, les hold-up, les agressions de toutes sortes. Si on reprend ces thèmes l'un après l'autre, commençons par le mal. C'est vrai que lorsque vous parlez de l'environnement immédiat ici au Cameroun, vous êtes Camerounais, vous vous intéressez également à ce qui se passe ici et là dans le monde, oui. Puisque certains de vos poèmes ont été appréciés par des lecteurs ici et là. Qu'est-ce qui justifie cet intérêt sur des questions qui concernent tout le monde à la fois pour parler de la guerre, du mal? Voilà, c'est une question tout à fait pertinente. J'écris d'abord dans une perspective essentiellement mondialiste, universaliste. Et je me dis que les problèmes du grand monde peuvent aussi être les problèmes du Cameroun. Et un observateur averti ne peut que se rendre compte que la violence peut être utilisée de plusieurs manières. Quand ce n'est pas la guerre, par exemple au Cameroun, ça peut être les agressions. Ça peut être les viols, ça peut être tout ce que vous pouvez imaginer. Et même la douleur de perdre un être cher, voilà. Comme la mère, comme un parent. Voilà. Vous avez dédié un poème à la maman, à ma mère. Ouais. Mais pourquoi vous n'avez pas donné le titre directement? Vous avez dit à ma mère. On peut penser dans un premier temps qu'il ne s'agit que de votre mère. Oui. Alors que chacun se retrouve là-dedans. C'est vrai que j'ai pensé premièrement à ma mère, mais j'ai aussi pensé à toutes les mères du monde, parce que j'imagine mal que des Camerounais ou les êtres de ce monde ne puissent pas aimer leur génitrice. Donc je me dis, quand je pense à ma mère qui est morte dans des conditions douloureuses, je pense aussi à ceux qui ont perdu leur maman dans les mêmes circonstances, ou qui ont tout au moins eu à aimer de manière particulière leur maman. La deuxième partie, la deuxième variante de votre thématique porte sur la joie, le bonheur.
Il y a les poèmes, par exemple, celui qui est dédié à Limbé. Oui, c'est un voyage que vous proposez. Le voyage est d'abord imaginaire pour moi. C'est un voyage que j'ai fait de manière spirituelle. Je peux vous avouer que j'ai écrit ce poème avant d'avoir visité Limbé. Oui. Vous savez, l'inspiration, c'est parfois quelque chose de mystérieux. Hein? C'est quelque chose de mystérieux. C'est après que j'ai visité Limbé. Alors, j'ai fait ce voyage. J'invite les gens, le public lecteur, à faire le même voyage. D'abord en lisant le poème et en se déplaçant pour Limbé. Oui. Alors, quel est le feedback que vous avez de tous ceux qui ont découvert vos œuvres ici comme ailleurs? Rappelons que la plupart de ces poèmes ont été primés. Vous êtes lauréat du Grand Prix littéraire du président de la République, c'était en 2005. Oui. Vous êtes médaillé d'or du concours international de littéraire organisé par le Bleuet International en France en 2006. Oui. Comment est-ce que tous ceux qui découvrent vos œuvres réagissent par rapport à vous? C'est d'abord la thématique qui accroche, qui intéresse mes lecteurs. Ils se rendent compte que je suis un écrivain humaniste, donc il pose des problèmes d'envergure, des problèmes qui engagent l'avenir de l'humanité, l'avenir de l'homme, parce que parfois on a comme une espèce d'effroi face à l'avenir. Quand on voit toutes les catastrophes qu'il y a dans le monde, quand on voit la montée de la haine, des hostilités de toutes sortes, avec des conflits qui constituent une espèce de honte pour l'humanité, je veux penser par exemple au conflit israélo-palestinien, je veux penser au conflit du Darfour, où les agriculteurs, les éleveurs s'entre-déchirent. En fait, c'est des conflits honteux en réalité. Donc, quand les gens se rendent compte que je m'intéresse à ce genre de situation, ils se disent, ah, voilà un qui veut sauver l'homme et le vrai homme. Donc, en dehors de ça, les valeurs qui sont défendues, telles que l'amour du prochain, c'est des valeurs qui sont en voie de disparition dans certaines sociétés. Alors quand le lecteur se rend compte que André Mvurungbila a pour préoccupation d'apprendre aux hommes à s'aimer, apprendre aux hommes à promouvoir la paix, l'équité, la justice et à abandonner, bien évidemment, certaines défiances. Et je crois qu'ils ne peuvent que s'intéresser à cette littérature. Et par ailleurs, j'ai parfois le souci de réécrire l'histoire de l'humanité, c'est-à-dire des temps mythiques aux temps contemporains, et ça se ressent d'ailleurs aussi dans les choix d'écriture que j'ai fait. Si vous allez voir chez moi des vers qui sont essentiellement classiques, vous allez voir une poésie essentiellement libre, une poésie libérée, qui est le reflet des réalités de tous ces mondes que j'évoque. Le préfacier de ce florilège, le professeur Simplice Ambiana de l'Université des Yaoundé 1, le souligne à suffisance lorsqu'il a fait l'étude de votre florilège. Au niveau des intentions, nous sommes d'accord que vous nous promenez devant le triste spectacle de notre monde. On se pose quand même des questions par rapport au niveau du choix des armes. Vous êtes un auteur qui est inspiré, qui vous adresse à un public, mais le choix des armes que vous utilisez, pourquoi la poésie? Pour un technicien à la langue française comme vous. Oui, bon, j'aimerais d'ailleurs dire qu'en dehors de la poésie, je fais dans le roman, dans la nouvelle, et même quand j'étais au secondaire, j'ai eu à écrire des sketchs. Donc, je suis d'abord un écrivain polyvalent. Bon, le roman, c'est le titre Au bout du compte. Au bout du compte. Le premier roman. C'est un premier roman que j'ai publié en 2002. Bon, le recueil des nouvelles Évasion nocturne. Évasion nocturne. Voilà. Donc c'est un parcours, à mon avis, intéressant qui montre que je suis un auteur que Dieu a gratifié de beaucoup de dons. Maintenant, pourquoi le choix particulier de la poésie, du vers ou de la prose? Je me dis que ces derniers temps, je me rends compte que la poésie préoccupe beaucoup de Camerounais. Et il y a comme une renaissance de la poésie au Cameroun. Et je dois saluer ici l'effort fait par le ministère de la Culture qui organise des concours littéraires en privilégiant ou tout le monde en tenant compte de cette poésie. Le ministère de la Culture et même la Ronde des Poètes. La Ronde des Poètes. Et je voudrais également dire que dans
les programmes, les établissements secondaires et même universitaires, la poésie est toujours là. Par ailleurs, c'est un moyen quand même d'exprimer ses opinions qui n'est pas aussi différent, ce moyen n'est pas aussi différent que les autres arts. Sauf que les gens parfois estiment que la poésie est hermétique. Alors, ça dépend, c'est vraiment mais là c'est le technicien qui parle. Ouais. Mais d'aucuns vous rétorqueront que parmi les autres arts, oui. Aujourd'hui, au XXIe siècle, il y a d'autres arts du spectacle vivant, oui. Il y a le cinéma, il y a la télévision, il y a même Internet qui véhicule plus rapidement le message. Oui. Les images en mouvement aujourd'hui, ça domine le monde. Oui, vous savez, on a souvent considéré la poésie comme étant l'art des dieux, hein, ce qui est purement divin. Et je me dis aussi qu'il nous faut ce genre d'élévation pour reconstruire le monde. Se mettre un peu à la dimension de Dieu, qui nous donne ces idées et qui nous aide à recréer le monde, à repenser le monde. Oui. André Vogo-Mida, sans vous interrompre, vos œuvres sont appréciées pour peu qu'elles soient publiées. À peine sont-elles publiées quand on les arrache. Quel est le sentiment de l'auteur par rapport à la distribution de vos œuvres aujourd'hui? Il y a des spécialistes qui vous connaissent, il y a des abonnés qui vous connaissent, mais il y a le gros de nos téléspectateurs et des consommateurs de vos œuvres qui ne sont pas encore faites de vos publications. S'il y avait des propositions à formuler pour que votre message atteigne finalement tout le monde. Bien, je voudrais déjà saluer une initiative comme celle-ci prise par la CRTV de recevoir des auteurs pour qu'ils parlent de leur production. Et je crois que c'est l'un des moyens qui permettent de vulgariser notre littérature. Mais en dehors de ça, il faudrait peut-être que l'auteur ait davantage de moyens pour s'épanouir. Qu'il soit, par exemple, accompagné par le producteur. Oui, à quelles conditions? Qu'ils soient accompagnés par les producteurs. Bon, à ce niveau, je voudrais quand même dire qu'il y a le compte d'affectation spéciale qui aide déjà les écrivains. Mais il y a un problème de diffusion. Il y a des problèmes de diffusion, de vulgarisation de nos produits. Certaines de nos maisons d'édition n'ont pas la possibilité de faire circuler les produits à travers le monde. Et parfois aussi, le livre coûte cher, ce qui fait qu'un produit comme celui-ci qui a été publié à 1000 exemplaires ne puisse pas couvrir le Cameroun. Et je peux vous avouer que même Yaoundé n'a pas pu être couvert parce que 1000 exemplaires pour tout le Cameroun. Jusqu'à ce jour, je reçois des demandes. Il y en a qui viennent photocopier l'exemplaire que j'ai à la maison. Et pour la petite histoire, c'est une œuvre poétique aujourd'hui qui est exploitée même dans les programmes universitaires en matière de recherche. Il y a des étudiants qui travaillent là-dessus. Alors, si je pouvais avoir en quantité suffisante, je crois que cette vulgarisation à laquelle vous faites allusion, cette connaissance profonde, découverte profonde de l'œuvre à laquelle vous pensez, elle serait effective. Elle ferait du bien à vous et aux nombreux lecteurs. Aux nombreux lecteurs et surtout par rapport à l'esthétique de l'auteur, une esthétique qui accroche véritablement, qui est un chant d'amour. Un chant d'amour, ma poésie en réalité montre à tout être humain, même ce contexte de criminel, je ne sais pas, d'irrécupérable, montre à tout être humain qu'il est irrécupérable. Et d'ailleurs, le titre Reflet étant roi m'amène à vous dire qu'en réalité, ce titre invite le lecteur à se regarder, dans le miroir. Ouais, à se poser des questions. Parce que chacun de nous a un temps roi dans sa vie. Le temps roi en question, c'est lequel? C'est le moment où on s'estime très fort, où on s'estime tout puissant. Se disant, je peux écraser tel, je peux prendre toutes sortes de décisions à l'endroit de tel, je peux déclencher une guerre, je peux refuser telle faveur à tel. Même le bébé, quand il a besoin de son lait, c'est un temps roi pour eux. Alors, il faudrait peut-être le bébé se poser pas genre de questions, mais nous autres adultes, on devrait chaque fois se poser la question de savoir si ce temps roi n'est pas un temps qui tue dans ma vie. Et se remettre donc en question avant de poser tel ou tel acte. Voilà. André Vogo-Mida, merci pour Réflexe des temps rois. Madame, monsieur, merci.
Au moment où cette émission s'achève, je voudrais vous proposer quelques ouvrages pour votre lecture. Il s'agit de publier aux éditions Clés à Yaoundé, Budget et politique économique en Afrique. C'est sous la direction du professeur Roger Tchafak Namfotso, avec la participation d'éminents professeurs que sont le professeur Tuna Mama, le professeur Bekolo Ebe, le professeur Séraphin Fouda. Vous pouvez aussi lire Le péché des agneaux, un roman de Marie-Julie Ngetse aux éditions Dianoya. Chemin faisant est un ouvrage autobiographique de Jean-Baptiste Ouona, préfacé par le professeur Marcien Toa. La chute d'André-Marie Mbida de Eno Moomese vous permet de revisiter une certaine histoire de notre pays. Et pour terminer, Héros ou victime de Gilles Défaut. Merci, Mélange s'achève. Merci d'avoir été avec nous. Nous nous retrouvons le mois prochain. Bonsoir. Sont en couverture de mélange. Vers le XIIIe siècle, et les Aoussa de l'Empire Sokoto également, de même que les Peuls venant du Fouta Djallon. Donc ils ont donc bousculé et détruit le royaume du Biafra, et c'est là où il y a donc dispersion des peuples Bassa. D'aucuns sont partis vers le Congo démocratique actuel, d'autres au Nigeria, d'autres au Libéria. Et les Bassa qu'on connaît au Cameroun sont descendus aux environs de Ngorlituba, d'où on parlait de peuple de Gaude. Voilà, donc. Et en fait, pour revenir à votre question, s'agissant de la culture qu'on veut faire valoriser, en fait, l'essentiel des valeurs, parce que tout n'est pas bon. L'essentiel de la valeur, c'est la culture démocratique. Parce qu'on est un peuple qui connaît la structuration, la gestion du pouvoir, comme les Grecs l'avaient créé. Donc, il y a un exécutif, il y a un parlement, il y a un tribunal, il y a une police. Et donc, cette démocratie-là, c'est pour ça que les peuples Bassa, ou le peuple Bassa a toujours été jaloux de la démocratie. Vous parlez des Bassa d'aujourd'hui ou des Bassa de notre époque? Je parle des Bassa d'aujourd'hui, c'est ceux que nous connaissons au Cameroun. Ils sont toujours quand... Vous avez le législatif, l'exécutif, le judiciaire, un peu plus ça aujourd'hui. Lorsqu'on chante souvent les chansons, il y a Saint-Bruno qui chante pour dire que qu'est-ce que chaque tribu a, je sais pas. On dit que nous avons le timbre. Le timbre, c'est pour porter plainte, c'est caractériel. Nous, on veut faire appliquer le droit. Parfois, c'est au détriment de la diplomatie, qui est aussi une vertu, parce que la diplomatie est une vertu. Bon, mais le peuple Bassa ne connaissent pas beaucoup les questions de diplomatie, c'est pour ça qu'on parle de timbre. Et il y a des questions d'éthique, parce que on peut valoriser l'être humain, non pas seulement par le matérialisme. On peut exprimer notre humanité par un certain nombre de choses, même quand on n'a pas de l'argent. L'argent est important, mais vous trouvez des gens qui sont fiers d'être ce qu'ils sont avec le peu de matériel qu'ils ont. Oui. Vous parlez de ces choses-là, on pourrait croire que vous êtes ou historien ou anthropologue ou autre chose, mais je dois rappeler que au moment où ce livre paraît, vous êtes maire de la commune rurale de Macaque. Épiciculteur. Ce que vous ne dites pas toujours, c'est que vous êtes quand même un haut responsable du ministère du Plan aussi, mais tout cela n'a rien à voir avec la littérature, l'histoire et autres. Qu'est-ce qui vous amène à vous intéresser à ces questions? Le fait même d'être